toutes et tous, je suis Vincent Gibert, je suis conseiller départemental de la Haute-Garonne, élu en charge du programme d'action de lutte contre toutes les formes de discrimination qui s'appelle les Chemins de la République. Depuis 2015, sous l'autorité du président Georges Méric, nous faisons un constat, celui d'une République fragmentée, d'une République attaquée, d'une République fragilisée. Aujourd'hui, face à cela, il est temps de retisser des liens entre les individus. Il est temps de résoudre les fractures. Il est temps de lutter contre toutes les formes de discrimination qui touchent aujourd'hui encore de trop nombreux individus. Sur le territoire de la Haute-Garonne, de très nombreux acteurs associatifs sont engagés dans la lutte contre toutes les formes de discrimination. Nous les accompagnons, nous les soutenons, nous valorisons leur action, mais malheureusement, cela ne suffit pas. La voix de notre institution est aussi une voix importante. En tant qu'autorité publique, nous devons réaffirmer que les expressions de discrimination ne sont pas une opinion, mais sont un délit. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin, main dans la main, avec l'ensemble des acteurs engagés sur ces questions, de travailler. C'est pourquoi nous vous proposons ce temps de réflexion, ce temps de débat auquel vous allez participer. L'objectif, c'est que demain, plus un citoyen, plus une citoyenne au Garonnais, aux Garonnaises ne soit victime d'une discrimination. Si après ce moment, vous souhaitez en savoir plus, si après ce moment, vous souhaitez vous engager à nos côtés, je vous invite à visiter le site du Conseil départemental de la Haute-Garonne, à la rubrique Chemin de la République, pour connaître toutes nos actions et tous les événements à venir. Les colporteurs du web, bienvenue à tous, bienvenue à notre invité Herman Ebongué, construire l'après-Covid face à une vague de racisme décomplexé. Robert Badinter, dont on a très récemment parlé dans les colporteurs du web, soulignait que la France est davantage le pays de la déclaration des droits de l'homme que le pays des droits de l'homme au vu de son histoire. Et on peut que constater en effet que malgré les principes républicains, les divers combats contre le racisme et les discriminations, le racisme est toujours fortement ancré dans notre société, comme le démontrent les nombreux débats et polémiques durant et après notamment le confinement dû à la crise du Covid. Donc pour aborder ces sujets, faire le point, nous avons invité Herman Ebongué. Donc Herman, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Tu es secrétaire général de SOS Racisme. Tu es également président de Sportitude France. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux organismes? SOS Racisme est très connu, Sportitude France peut-être un peu moins. Est-ce que tu peux nous exposer rapidement l'objet de Sportitude France? Oui, Sportitude France est une association qui a été créée depuis 2010 et qui combat des problèmes de racisme dans le sport, spécifiquement dans le monde du sport, mais qui promeut aussi beaucoup plus les valeurs du sport, parce que pour lutter contre le racisme et tous les phénomènes extra-sportifs, il vaut mieux commencer par promouvoir les vraies valeurs, parce que très souvent, c'est aussi peut-être par défaut de connaissance de ces valeurs qu'on arrive à des phénomènes, à tous ces phénomènes extrasportifs qui polluent et qui gâchent l'image du sport. Et donc, Sportitude et cette association, cet organisme qui promeut ces valeurs, Sportitude, en outre aussi, favorise et entraîne à la pratique du sport, parce que le sport, c'est aussi un outil du bien-être, donc dans le cadre d'une politique publique de santé. Et enfin, Sportitude permet aussi d'aborder les questions géopolitiques du sport à travers des débats, à travers des échanges, à travers des rencontres, et aussi à travers des supports tels que des expositions autour des grandes compétitions internationales, autour de tout ce qui peut être organisme de sport à l'échelle nationale et internationale. D'accord, et effectivement, nous étions ensemble il y a peu de temps, au mois de mars, lors des rencontres pour l'égalité, Conseil départemental de Haute-Garonne, où tu as participé notamment avec Dominique Sopo et différents acteurs du monde sportif sur une table ronde qui était consacrée à la lutte contre le racisme dans le sport. Et tu es un homme engagé, tu es parmi nous à 3 titres ce matin, comme président de Sportitude France, comme secrétaire général de SOS Racisme et
également comme militant antiraciste et homme engagé, et tu avais également participé avec moi au débat consacré à la lutte contre la LGBTQI-phobie, qui est également un sujet de préoccupation de SOS Racisme et de C'est quand aussi, même. tout à fait, c'est aussi un des engagements de Sportitude, lutter contre la haine anti-LGBT, mais spécifiquement dans le domaine du sport. C'est comme le nom l'indique, Sportitude est plus axé dans le domaine du sport, mais évidemment que ça concerne aussi tous les autres champs de la société, mais beaucoup plus spécifiquement dans le cadre du sport. Alors tout à fait. Et on voit bien dans l'actualité récente que le racisme, ce que je disais précédemment, est prompt à se réveiller à la moindre étincelle. La discrimination raciale et toute forme de discrimination sont bien ancrées dans les rapports sociaux. Alors avant même qu'on parle de la situation particulière qu'a créé le confinement, la crise du Covid, les constats étaient déjà alarmants avant, puisque d'après les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, les faits à caractère raciste et xénophobe ont augmenté de 130% en 2019, et c'est la deuxième année d'augmentation consécutive. Et en parallèle, très récemment aussi, le 18 juin 2020, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a publié un rapport sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, qui souligne que les faits antisémites ont été une nouvelle fois en hausse, plus de 27%, après le bond de 74% enregistré précédemment en 2018. Donc, comment est-ce que tu expliques cette situation? Est-ce que de ton point de vue, ça traduit une montée des extrémismes? Qu'est-ce qui explique cette avalanche de chiffres en hausse? Est-ce que je ne sais pas si la question concerne spécifiquement la période de confinement ou les deux, ou l'avant, ou les Alors, deux? peut-être considérer l'avant et l'après, justement. Non, mais je pense qu'il y a des phénomènes nouveaux qui ont quand même entraîné, bon, ça fait depuis beaucoup de temps qu'on voit la montée de ces phénomènes, d'autant plus que les politiques publiques n'ont pas toujours été à la hauteur de la situation, malgré tous les faits, tous les clignotants qui étaient au rouge, parce que aussi bien à SOS Racisme que dans le cadre de mes activités de Sportitude, nous n'avons cessé d'alarmer, de tirer l'alarme et d'expliquer, faites attention, il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a des choses qui sont en train de se passer parce que nous le voyons sur le terrain et aussi bien à travers nos actions militantes d'éducation auprès des jeunes, parce que SOS Racisme intervient énormément dans le milieu scolaire, dans le cadre de son travail de prévention. Un travail pédagogique, d'aller dans les établissements scolaires pour essayer d'avoir construit un cadre d'échange, de discussion et de rencontres entre les jeunes. Et on le voyait déjà, on le sentait déjà d'ailleurs depuis un bon bout de temps. Et le clou a été quand même avec les attentats de Charlie Hebdo, où lorsque nous avons essayé de comprendre un peu certaines réactions, notamment lorsqu'il a fallu observer la minute de silence qui avait été demandée quand même en hommage aux victimes, et qu'il y a eu beaucoup de controverses, y compris la marche que nous avons, SOS Racisme, nous avons appelé à cette marche, à cette grande marche, justement pour condamner ces attentats de Charlie Hebdo. On a vu des réactions qui n'étaient pas des réactions anodines, qui, quelque part, nous interpellaient très, très fortement. Et je pense que beaucoup de gens n'ont pas pris au sérieux ce qui était en train de se passer et dont on voit l'aboutissement aujourd'hui. Bon, il y a eu toute une série de phénomènes. Bon, après, évidemment, l'arrivée, ou alors le nouveau champ d'expression de ces phénomènes qui est les réseaux sociaux, encore plus favorisés pour plusieurs raisons, dont on reviendra certainement dans le cadre de notre échange. Mais moi, j'explique en très grande partie le fait que, d'un côté, je crois que la société, globalement, est en décalage et un peu en retard par rapport à la société antiraciste, aux organisations antiracistes qui sont un peu en avant-garde de ces phénomènes et qui ont très vite compris ce qui était en train de se passer, bon, malheureusement, et
on n'a pas beaucoup été écouté et on en est peut-être arrivé là. Moi, c'est un peu l'explication en partie que je donne. C'est tout simplement qu'on n'a pas été avant-gardiste. Enfin, la société, nous, on l'a été parce qu'on voyait venir, on savait qu'on allait aboutir à ce genre de choses avec des préjugés qui montaient, avec des fake news, avec un certain nombre de choses qui étaient distillées ici et là, notamment sur les réseaux sociaux, et que les réseaux sociaux, les réponses qui étaient apportées n'étaient pas à la hauteur de ce qui était en train de se passer. Et malheureusement, rien n'a été fait. Et voilà, peu de choses ont été faites. C'est peut-être pour ça qu'on arrive à cette situation. D'accord. Alors effectivement, tu évoques les réseaux sociaux, puisque effectivement, quand on parle de discrimination, quelle qu'elle soit, on constate qu'en ce 21e siècle, la haine en ligne monte en puissance. Il semblerait que la période de confinement, notamment, très certainement, parce que les gens ont passé beaucoup plus de temps qu'à l'accoutumée sur les réseaux sociaux, soit montée en puissance. Et SOS Racisme a fortement réagi à plusieurs reprises, très récemment. Est-ce que tu penses que c'est un visage de la haine en ligne de plus en plus décomplexé ? Est-ce que vraiment la parole se libère Elle était déjà libérée, mais je pense que ce nouveau terrain qui à la fois est très peu contrôlé, virtuel, où les gens ont trouvé manifestement le cadre entre guillemets idéal pour eux, parce que c'est les réseaux sociaux, effectivement, ça permet de pouvoir s'exprimer délibérément, d'autant plus que aussi bien la législation que le contrôle de cette législation sont assez légères. Et tout nouveau, d'ailleurs, c'est toujours un chantier. C'est un nouveau chantier de la législation aujourd'hui, ces thématiques. Et si on rajoute le fait que tous les professionnels de ces réseaux sociaux aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de volonté de leur part de lutter contre ces phénomènes, et si tant est qu'ils aient compris comment ça se manifeste, et qu'ils aient compris un peu le fond du problème et le savoir-faire de comment les combattre. Et encore, peut-être que j'ajouterais aussi le fait que, probablement aussi par le fait que lutter contre ces phénomènes ne rapporterait peut-être pas beaucoup d'argent, parce que c'est aussi, j'arrive toujours pas à comprendre, je me suis toujours posé la question, comment est-ce que, à partir du travail que nous faisons, nous, à SOS Racisme, sur ces terrains, l'interpellation que nous avons faite, les démarches que nous avons faites auprès des professionnels des réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, Facebook, enfin tous les réseaux sociaux, mais aussi pour les accompagner sur la lutte contre ces phénomènes de haine. Parce que, comme tu l'as si bien dit, mon cher Jean-Luc, ce terrain de la haine, c'est le terrain des réseaux sociaux, c'est le nouveau terrain, c'est le nouveau champ d'expression. Et comme je disais, parce que la législation est légère, elle est nouvelle, elle est peu contrôlée, il y a beaucoup de phénomènes qui favorisent manifestement l'émergence de ces phénomènes. Et le confinement, bien évidemment, arrive renforcé parce que les gens étant coupés, étant moins en contact avec l'extérieur, et que la vie s'est repliée sur les réseaux sociaux, ben, naturellement, ça a donné ces résultats-là, où l'expression de la haine s'est déversée massivement sur les réseaux sociaux. Et du coup, nous, SOS Racisme, on a pu voir l'augmentation des expressions de la haine à un stade qui a été encore franchi à travers la période de confinement, et qui nous a plus d'ailleurs à la sortie de ce confinement très vite fait interpeller à nouveau les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on l'a vu, la réaction des grandes entreprises, je pense que c'est tout récent depuis la semaine dernière,
et qui, beaucoup, ont décidé de couper que le financement de ces réseaux sociaux à travers les publicités qui sont faites parce qu'elles ne veulent plus associer leur image à des messages de haine qui circulent pratiquement sans réaction sur les réseaux sociaux. Alors, et c'est vrai qu'il semble que certaines organisations, certains organismes, dont SOS Racisme, effectivement, interviennent quasi systématiquement, notamment auprès des entreprises, puisque bon, une manière de stopper la haine en ligne, c'est de couper les modes de financement. Pour autant, tu évoquais la législation timide, balbutiante. Très récemment, l'Assemblée nationale a rejeté le projet de loi Avia, qui avait pour objectif de forcer. De mener Voilà, dans les 24 heures. Comment tu réagis à ça? C'est une déception, parce que je crois, à mon avis, que c'est ce que je disais dans mes propos introductifs, c'est qu'on est quand même face à une situation où il y a un décalage entre ce qui se passe réellement et la réaction des pouvoirs publics, politiques, etc., et des associations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pendant que nous avons beaucoup avancé sur ces questions, j'ai l'impression que le politique reste encore loin derrière, reposant un peu sur les cadres anciens qui ne demandons pas d'être gommés, c'est-à-dire le respect de l'expression publique, le respect d'un certain nombre de fondamentaux du droit, puisqu'on est dans un pays du droit et un cadre législatif qui régit l'expression de chacun de nous, des idées, etc., etc. Mais on sait très bien que la même législation prévoit aussi une limite de l'expression publique et fixe la frontière entre ce qui relève de l'expression publique et le droit de s'exprimer et ce qui rentre dans le cadre de ce qui va contre cette expression et qui tombe sur le coup de la législation. C'est-à-dire concrètement que tout ne peut pas être considéré comme l'expression publique, ou alors au nom de sauvegarder cette expression publique, ce droit de s'exprimer, ce droit à la parole, de laisser filer librement, délibérément l'expression de la haine, parce que on veut sauvegarder. Parce que c'est un peu la leçon que moi je retire de ça. La loi Avia, puisque nous avons travaillé là-dessus, n'avait pas pour but de supprimer ou de réduire l'expression publique ou le droit de s'exprimer, ce qu'on peut penser, mais elle visait à répondre à un enjeu nouveau et majeur qui est l'expression de la haine sur Internet. Bon, j'espère, je ne désespère pas que avec peut-être du retard, on va arriver quand même à répondre à cet enjeu, parce que les choses seraient quand même beaucoup plus simples si les gens venaient et mettaient sur le front ou exprimaient sur des déventures avec des banderoles que je suis antisémite, je suis raciste, et les gens assumaient. Mais on voit très bien qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais ce n'est pas juste comme ça que les gens s'expriment. On voit qu'il y a des gens qui se fabriquent pour dire des choses concrètement et qui propagent la haine sur Internet et qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'en emparent, qui s'informent sur les réseaux sociaux avec des messages de haine qui visent à aiguiser les instincts, à aiguiser même un certain nombre de personnes, notamment les jeunes, dont la culture est fragile et qui s'en emparent et qui en font finalement leur idée se construisent culturellement, voire même intellectuellement, à partir de ces expressions de haine. Alors effectivement, et avec l'aspect contradictoire qu'on peut souligner de la loi Avia, puisque le rejet par l'Assemblée a été principalement, à ma connaissance, au motif que c'était une limite à la liberté d'expression. Or, et on le redira jamais assez, le racisme, l'antisémitisme ou l'homophobie, ce n'est pas une opinion, c'est un délit.
puisque par ailleurs, il y a un cadre légal qui consacre tout acte ou parole, même ou injure raciste, homophobe, antisémite est sanctionnable. Et en même temps, au nom de la liberté d'expression, on laisse finalement le robinet ouvert à l'expression de la haine. Mais tout à fait. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, que si les choses étaient aussi simples, que les gens arrivaient et disaient très simplement, très facilement, ben oui, mais les Noirs et les Arabes et les Juifs, et enfin, ben, le combat antiraciste serait aussi simple, ce serait beaucoup plus simple. Mais les choses sont beaucoup plus compliquées. Parce que ces gens, ils font tout pour échapper à toute qualification pénale qui pourrait entraîner sur le champ législatif et sur le champ pénal. Donc on le comprend très bien. Et ils frisent avec justement ce droit à l'expression, cette liberté d'expression. Et il faut bien le comprendre. Nous l'avons compris, y compris certaines expressions aujourd'hui et qui sont nouvelles, etc., pour signifier telle ou telle chose, et qu'on dirait plus facilement, comme je l'ai vu dans certaines nouvelles expressions pour signifier de l'antisémitisme, et qui, quelque part, ne peuvent pas facilement trouver le sens sur le terrain judiciaire pour être condamné, mais et qui peut être justifié par certains par le fait que c'est quand même la liberté d'expression, c'est pas du tout l'antisémitisme, c'est pas du tout du racisme ou alors de la haine anti-LGBT, parce que ces expressions anciennes qui signifiaient, qui pouvaient tomber facilement sous le coup de la loi, aujourd'hui, ces porteurs de haine les évitent soigneusement. Ils savent très bien comment est-ce qu'ils le font, et ils ne vont pas tomber sur tout ce qui est ancien. C'est ce que j'appelais le cadre un peu ancien qui était tracé, mais qui ont bien compris que pour échapper de toutes les mailles des filets, il fallait contourner toute la législation, il fallait contourner, éviter les mots et les phrases, un certain nombre de choses qui sont connues et qui leur permettraient de continuer à déverser leur haine, notamment auprès d'une jeunesse, une nouvelle jeunesse qui est plutôt une jeunesse plutôt réseaux sociaux et qui vit dans un nouveau monde avec de nouvelles expressions qui peuvent être antisémites, racistes, homophobes, tout ce qu'on veut. Alors effectivement, et on pourra peut-être revenir sur cette question peut-être un peu plus tard sur quelle réponse apporter, notamment pour rendre les dispositifs légaux plus efficaces, et puis très certainement, je suppose que tu nous en parleras, consolider les outils de prévention et de lutte. Pour autant, tu mentionnais le combat antiraciste. Il semble qu'aujourd'hui, il se diversifie. Les récentes mobilisations suite notamment à l'affaire George Floyd, les accusations de violences policières font ressortir des divergences de discours dans les mouvements antiracistes ou qui se proclament comme tels. Moi, il me semble qu'il est plus que jamais important de comprendre ce qui se passe et ce qui est en présence, et peut-être en premier lieu comment, si tu peux nous expliquer ça, que c'est structuré la lutte antiraciste en France au fil du temps. La lutte antiraciste, qui est quand même pas quelque chose de nouveau, qui a commencé depuis très très longtemps, depuis l'affaire Dreyfus et autres. Voilà, tout à fait, bien avant le 20e en tout cas. Mais bien avant ça, parce que la lutte antiraciste, je veux même te dire, mais avec ta grande culture, j'imagine que tu dois le savoir, que même le festival de Cannes, pour te dire, qui a été construit pendant la guerre, parce que le premier festival de Cannes n'a pas eu lieu à cause justement de la guerre, a été un outil, c'était un festival de l'antiracisme, parce que c'était un contre-modèle du seul festival qui existait, qui était en Italie, et qui était un festival où il y avait d'un côté Mussolini c'était à la fois l'expression de la haine antisémite et du racisme. Et le contre-modèle de ce festival a été la création du Festival de Cannes,
qui était sur la base du refus de ce que était le festival en Italie, enfin le seul festival du film, qui était porté à la fois par l'Allemagne hitlérienne et l'Italie de Mussolini. Donc, pour te dire que le combat antiraciste en France a été structuré bien avant, et autour d'un principe très simple, mais c'est le principe même de l'égalité humaine, de la dignité humaine, du respect de l'humanité et des droits de l'homme, comme tu l'as si bien dit en introduction avec les propos de Robert Badinter. Et donc, le SOS Racisme s'est inscrit dans la droite ligne de cette histoire de lutte contre les discriminations, de racisme, d'antisémitisme, au nom des principes universels de l'être humain, de respect de l'humanité, et a construit son antiracisme autour des principes universels. Donc cet universalisme qui doit être, qui est le guide même de l'antiracisme, parce que l'antiracisme, philosophiquement, c'est un principe culturel qui vise à rassembler et pas à exclure, et pas du tout à faire ressortir les particularismes. C'est-à-dire que l'antiracisme doit justement effacer les particularismes et créer un monde universel, un socle, un point commun, un être humain commun où il n'y a ni couleur, ni odeur, ni rien du tout, mais où le seul socle qui compte est l'humanité. Alors effectivement, si je t'ai posé cette question de la structuration de la lutte antiraciste en France, c'est parce qu'il me semble qu'il y a d'un côté, tu me corriges sur cette lecture-là, on va dire les mouvements historiques, SOS Racisme, création en 1984, d'autres organismes ou structures se créent en même temps ou à peu près pendant, voilà, avec une organisation collective et effectivement un abord très universaliste. On voit aujourd'hui des collectifs très récents dont la mobilisation semble adopter une grille de lecture différente, notamment visant une lutte un peu plus catégorielle. C'est vraiment une différence de grille de lecture. Est-ce qu'on est en train de passer de l'idéal universaliste à des luttes et à des revendications catégorielles? Ben, j'espère pas. Ne me remercie pas pour la question. J'espère que non, parce que je ne sais pas où est-ce qu'on aboutirait finalement, parce que d'abord, je crois qu'il ne faut pas confondre un collectif pour une cause précise qui peut être légitime, enfin qui est légitime, enfin légitime soit-elle, ou je crois qu'il ne faut pas confondre un collectif ou des collectifs spécifiques à un acte quelconque, une situation précise, à un mouvement antiraciste. Parce que ce serait, je pense que le mouvement antiraciste demande un peu plus d'épaisseur, un peu plus, un périmètre beaucoup plus large qu'une seule cause ou un acte, etc. Donc on est quand même, c'est bien, c'est dramatique que même certains médias aujourd'hui considèrent qu'il y a l'expression d'un collectif, tout de suite le qualifiant d'une divergence avec le mouvement antiraciste. Les mouvements antiracistes classiques, comme tu peux le savoir, restent très globalement sur l'universalisme de l'antiracisme. C'est parce que, comme je le disais, l'antiracisme est un principe d'émancipation culturelle, intellectuelle, philosophique, qui gomme les particularismes. Et notamment les particularismes de la couleur et de l'origine, la religion, etc., etc. Et donc, on est quand même dans une phase, bien sûr, qui est assez bousculée. Et une fois encore, je reviens sur ce que je disais tout au début, parce que chacun a un rôle majeur à jouer. Les organisations antiracistes, telles que SOS Racisme, l'ICRA, l'UMRAP, la LDH, etc., aujourd'hui sont assez bousculées par ces mouvements qui peuvent aujourd'hui, parce que les organisations antiracistes ne sont pas suffisamment, le combat n'est pas suffisamment relayé
au niveau des pouvoirs publics peuvent facilement fragiliser, parce que l'émergence de certains mouvements qui peuvent avoir qui peuvent porter ces discours catégoriels, enfin ces combats qui visent à être les combats catégoriels et partisans et etc., auxquels le racisme est frontalement opposé, bien évidemment, trouvent leur espace à partir du moment où il n'y a plus de réponse qui soit apportée, ou alors des relais qui soient portés par les pouvoirs publics sur le terrain de l'universalisme. Et qu'est-ce qui fait? Et ça ouvre des vannes, ça ouvre des espaces à des discours qui peuvent être partisans, qui sont justement de cet ordre-là. Et c'est tout le danger aujourd'hui. Parce que ce danger, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer, il va dresser des murs de séparation. Et ces murs de séparation, c'est le plus grand danger aujourd'hui et c'est le plus grand défi par rapport à la situation et par rapport au mouvement antiraciste. D'accord, et c'est effectivement, donc, sur ces grilles de lecture, on voit bien que d'un côté, il y a l'abord universaliste, ce que tu nous expliquais, ce que j'évoquais tout à l'heure, et puis est-ce qu'il n'y a pas justement des positions plus radicales qui érigent des barrières, et est-ce que les positions entre les mouvements antiracistes historiques, pour reprendre le terme que j'utilisais tout à l'heure et que tu n'as pas contesté, et puis ces nouveaux mouvements qui émergent, est-ce que ça peut être complémentaire? Est-ce que c'est réconciliable? Ou est-ce que c'est vraiment une autre manière de penser? Il faudra le demander, mais je trouve que c'est une autre manière de penser à laquelle moi, je n'adhère pas du tout. Parce que parce qu'il faut bien comprendre que ces mouvements particularistes, ces mouvements qui prônent des luttes catégorielles, en même temps, prônent l'illégitimité de ceux qui ne sont des non-victimes à pouvoir s'exprimer sur la question. Or, le mouvement antiraciste universaliste et ce que moi je porte, mais les idées que je défends, pour moi d'ailleurs, se résume à une chose qui est très simple. Les origines ethniques, religieuses et je ne sais quoi ne dictent pas les convictions, et que la légitimité de pouvoir mener ce combat n'est pas due, ou alors n'est pas liée aux origines des uns ou des autres, parce que là, ce serait totalement le contre-modèle de ce que j'ai toujours considéré comme l'antiracisme, qui, une fois de plus, est un principe d'émancipation culturelle, intellectuelle, et tout ce qu'on veut. Et certainement pas de division, de séparation ou de lutte partisane. Et parce que si on prend même dans l'histoire du monde, enfin, dans l'histoire, dans la conquête même d'un grand pays comme les États-Unis, où d'ailleurs beaucoup veulent se prendre veulent puiser le modèle américain, et même récemment encore à travers l'affaire George Floyd, la question qui est posée et l'image qui est parfois la mauvaise copie parfois que certains reprennent, de penser que le mouvement l'élan qui s'est soulevé aux États-Unis après la mort de George Floyd était un mouvement particulariste. Non, pas du tout. Y compris la phrase, celle qui peut peut-être, qui est retenue, qui a érigé quelque chose autour de la vie des Noirs contre aussi, ne signifiait pas que c'était des Noirs exclusivement et uniquement qui portaient ce mouvement. C'est un mouvement plutôt métissé, et d'ailleurs qui sont à l'origine, qui est aussi à l'image, je veux dire, des grands combats qu'ont toujours mené les États-Unis pour arriver aux victoires. Je rappelle quand même que le combat de Martin Luther King, mais s'il a abouti, et dont l'aboutissement d'ailleurs a été, une partie de l'aboutissement a été la victoire de Barack Obama à la présidentielle américaine, c'est justement parce que c'était tout le contre-modèle de ce modèle qui est en train d'émerger, qui est justement ce modèle, cette lutte catégorielle, parce que je ne vois même pas l'issue, je ne vois pas du tout quel horizon on peut tracer à partir des luttes catégorielles, partisanes, ou je ne sais quoi d'autre. Je ne vois pas comment est-ce qu'il peut y avoir une issue
qui doit réunir, puisque l'antiracisme, justement, elle vise à casser les barrières. Fondamentalement, l'antiracisme vise à casser toutes les barrières et à réunir les gens sans aucune distinction. Donc, je suis comme moi, je pense que, oui, enfin, de mon point de vue, je pense encore une fois qu'il y a une tentation, il y a une offensive forte de certains mouvements qui s'attaquent. D'ailleurs, les premières victimes de ce mouvement, c'est les organisations antiracistes, universalistes, enfin, on peut dire classiques, tout ce que tu veux, et qui aujourd'hui... mais je suis convaincu, d'abord, ces organisations vont tenir, en tout cas pour SOS Racisme, nous allons suivre cette ligne, mais je peux te garantir, mon cher Jean-Luc, et que jamais SOS Racisme ne tombera sur cette logique et gardera son cap d'un antiracisme, d'émancipation universaliste et qui vise à rassembler et certainement pas à diviser ou à séparer les combats. Et que les organisations antiracistes aujourd'hui qui sont un peu bousculées vont tenir. Mais surtout, je pense que ce moment très délicat, moi, un appel plutôt au pouvoir public, au pouvoir politique qui a beaucoup plus facilité ces fissures, ces espaces, qui a créé ces espaces, qui a laissé émerger ces mouvements et qu'aujourd'hui, il y a lieu qu'il y ait ce bloc aujourd'hui qui devrait faire et que ces mouvements, ces pseudo-mouvements antiracistes ou alors ces discours qui sont d'ailleurs très souvent porteuses de haine d'une autre catégorie de personnes, mais qui ne sont pas très clairs d'ailleurs sur toute une série de sujets aujourd'hui et qui sont masqués par cet universalisme, et ce combat antiraciste qui est catégoriel et qui vise à saucissonner les combats et surtout voire même à opposer les uns aux autres, parce qu'il y aurait les bons antiracistes et les moins bons, voire les mauvais antiracistes. Voilà, ça c'est aujourd'hui la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Alors effectivement, puisque tu contesteras peut-être le terme, mais ce type d'approche finalement réintroduit le principe racial et donc forcément divise et radicalise. Et c'est une approche assez différente pour ce que j'appelais les organisations antiracistes historiques au sens universaliste. Oui, j'ai bien compris. Est-ce que tu penses qu'on a besoin peut-être de réparer l'histoire? Est-ce qu'on en arrive à ça? Tu évoquais l'histoire de l'Amérique. Alors évidemment, quand on parle de racisme et des États-Unis, on est tout de suite amené à penser à l'esclavage. Est-ce que nous, Français, on a du mal à affronter notre passé colonialiste? Est-ce que c'est pas un bout d'explication de ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Est-ce qu'il faudrait réparer les choses un peu là-dessus? Enfin, je ne sais pas si réparer, comment on va les réparer, à combien, machin. Non, mais je pense que oui. En parler, c'est, comme tu as dit, c'est un bout. Oui, bien sûr qu'il faut en parler parce que pour mieux maîtriser nos destins, notre destin, peut-être construire le futur, il vaut mieux maîtriser le passé. Et je pense que c'est tout à fait normal. C'est de connaître ou comprendre un certain nombre de choses. Ça me semble le b.a.-ba du comment, du pourquoi, et etc., etc. Ça peut effectivement donner les clés ou alors les grilles de lecture de la société aujourd'hui, comment elle est composée, etc., y compris les difficultés que rencontre la société, c'est absolument nécessaire de le faire. Oui, et effectivement, je pense que bon, ça commence un peu à le faire d'une certaine manière, mais aussi, je pense qu'il y a aussi, il y a tout ce côté historique qu'il faut absolument faire, notamment le passé colonial, qu'il faut expliquer, mais dans l'apaisement, parce que, et remettre un peu les choses dans le contexte, parce que c'est toujours très difficile et d'apporter un jugement avec le regard d'aujourd'hui sur un monde qui est antérieur, qui est un monde très très lointain derrière nous, c'est pas toujours facile. On peut toujours arriver à des raccourcis et voire même à des conclusions simplistes, simples, etc. Et je pense qu'il faut prendre beaucoup de hauteur, il faut
c'est quelque chose qu'il faut faire. Oui, bien sûr, il faut le faire, mais dans l'apaisement, dans l'objectif de construire un avenir, un horizon commun et nouveau qui permet justement d'expliquer d'un côté comme de l'autre un certain nombre de choses, et certainement pas dans l'idée de créer une espèce de troisième mi-temps pour que les uns et les autres puissent s'affronter ou régler je ne sais quel compte, mais plutôt de se dire qu'à partir des leçons qu'on peut tirer de ce qui s'est passé, construisons quelque chose de meilleur pour le futur et peut-être pour l'après-futur, etc., etc. Donc, c'est vrai que je souhaitais te poser la question de comment redonner du sens et quelle réponse construire. Tu viens d'y répondre en grande partie. En partie, bien sûr. Mais il y a aussi une autre partie de réponse qu'il faut faire. Il y a celle-là, mon cher Jean-Luc, sur tout le passé, l'histoire, etc. Mais il faut aussi qu'on arrive à construire quelque chose, à faire face aux nouveaux défis. Parce que dans le passé, il y a eu ces défis, alors, qui ont donné les résultats qui sont donnés, et il y a de nouveaux défis aussi aujourd'hui auxquels il faut aussi répondre. Donc, pour construire justement ce présent, quel est le rôle que les uns et les autres peuvent jouer dans cette période, oui, je lui disais il y a les pouvoirs publics qui ont un rôle majeur aujourd'hui à jouer dans cet espace, dans ce moment qui est extrêmement compliqué, qui est difficile, avec de nouveaux outils, on en a parlé, avec les réseaux sociaux, etc. Il y a tout un schéma à construire, bien évidemment. Et ça ne peut pas être uniquement que par le fait de revenir sur le passé colonial qui réglera le problème, parce que comme je le dis souvent, c'est pas avec des outils d'avant-hier qu'on réglera les problèmes de demain. Donc effectivement, par contre, c'est effectivement peut-être en comprenant notre histoire et en s'appuyant dessus, ce qui implique de l'assumer, qu'on pourra peut-être apaiser, comme tu l'as si bien dit, et très probablement construire des réponses avec du sens. Je voulais quand même revenir un instant sur le rôle des pouvoirs publics. On a évoqué l'aspect législation, avec notamment la loi Avia. Beaucoup de militants de la lutte antiraciste, antisémite ou anti-homophobie ont tendance à dire que, de toute façon, les moyens accordés à ces luttes-là sont extrêmement insuffisant et que au final on a le temps que de s'occuper des choses les plus graves et que malheureusement ça permet de laisser banaliser un certain nombre de choses, de paroles et d'actes. Quel est ton regard là-dessus en tant que militant ? Sur les moyens qui sont alloués à la lutte contre le phénomène. Oui, voilà, au niveau des pouvoirs publics, de l'engagement des pouvoirs publics. Oui, je pense qu'il y a oui, en tant que militant que je suis et qui peut comprendre que, bon, d'abord, un militant par principe veut que les choses aillent vite et de pouvoir régler les problèmes dès ce soir ou demain matin, évidemment. Et va toujours trouver que les choses ne vont pas vite. Bien sûr, ça c'est dans l'absolu, ça on peut comme le dire. Mais en effet, je pense que par rapport à l'enjeu de la société, je ne veux pas dire que les autres problèmes de la société ne sont pas importants et que ne sont pas nécessaires, qu'il faille des engagements ou des moyens. Mais je trouve qu'il y a très peu de moyens. Et puis, quand je dis moyens, tout de suite, il ne faut pas forcément voir les moyens financiers parce que, par exemple, la loi Avia, ce n'est pas une question de moyens financiers, ce n'est pas un problème de moyens matériels ou autres. Donc, quand on parle des moyens, je pense que d'abord, à mon avis, il va falloir que la société entière, et en premier les pouvoirs publics et le politique en particulier, prennent déjà cette situation, prennent un peu l'ampleur, comprennent l'ampleur et les conséquences que cette situation, ce combat, ce problème peut avoir dans la société. Parce que si on ne comprend déjà pas ce qui est en train de se passer, oui, forcément, les moyens qui doivent suivre ne peuvent certainement pas être à la hauteur.
parce qu'on n'aura même pas compris ce qui est en train de se passer. Et donc, je crois et j'en suis convaincu qu'aujourd'hui, non seulement il n'y a pas suffisamment, les moyens qui sont mis en place ne sont pas à la hauteur, et j'insiste encore là, il ne s'agit pas forcément des moyens financiers, parce que quand on dit moyens, tout de suite, les gens ils voient uniquement les moyens financiers. Non, mais je pense qu'il doit y avoir d'abord une prise de conscience, une volonté qui soit à la fois des pouvoirs publics, du politique, et qui aura sa conséquence sur l'ensemble des citoyens, de pouvoir construire, d'avoir une ambition de construire un avenir commun, un horizon commun, et qui va donc nécessiter par la suite, dans un second cercle, qu'est-ce qu'on met comme moyen pour arriver à cette société. Parce qu'en réalité, il y a deux façons de lutter contre ce phénomène. Il y a sur tout le plan législatif, le respect de la morale, etc., etc. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas construire une société, on ne peut pas bâtir une nation sur la base d'un programme qui soit plutôt sur une ligne qui soit plutôt coercitive. Non, je pense qu'il faut construire quelque chose, un horizon qui permet aux gens de rêver, qui permet aux gens de voir ce qu'il y a de meilleur, plutôt que de construire une société d'interdiction d'un certain nombre de choses. Et parce que c'est aussi parce qu'il n'y a pas cette absence, il n'y a pas cette offre de la République. Il faut qu'on ait une offre attractive, une offre quelque part, qui montre ce que nous voulons, vers où nous voulons aller, qui évitera justement de tomber de l'autre côté. Et parce qu'en tombant de l'autre côté, on est obligé de réagir par une ligne plutôt coercitive, une ligne plutôt qui permet plutôt de maîtriser, voire de sanctionner, voire de lutter contre. Alors que moi, j'aimerais bien qu'on construise, qu'on dessine l'horizon d'une société meilleure, d'une société métissée. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des modèles, il faut qu'il y ait des exemples. Pour ça, il faut qu'il y ait déjà des points de repère qui permettent aux uns et aux autres de refuser le contre-modèle qui peut leur être proposé. Parce que comment est-ce que ces ennemis de la République, un certain nombre y compris dans le mouvement antiraciste, enfin ceux qui se prétendent être le mouvement antiraciste, arrivent à trouver des espaces parce que les attentes qui sont souvent très fortes, lorsqu'elles ne trouvent pas de réponse et lorsqu'elles n'ont pas d'horizon, elles ne voient pas vers où est-ce qu'elles peuvent venir. Vous savez, quand vous commencez des études, vous le faites aussi parce que vous avez des modèles, vous avez des horizons. Vous vous dites, ah ben tiens, je veux être médecin, je veux être docteur, je veux être avocat. Il y a quelque chose qui vous motive. Tu vois ce que je veux dire, Jean-Luc ? Il y a quelque chose qui te motive et qui te dit, ben oui, je vais y arriver, je vais le faire parce que je vais y arriver, voilà vers où je vais tendre. Il n'y a pas cet objectif, il n'y a pas quelque chose, un modèle, il n'y a pas quelque chose qui me permet de rêver, de voir de cet horizon-là pour dire, ben, je ne veux pas ce que vous voulez me proposer, je veux plutôt aller vers l'autre sens. Et il n'y a pas suffisamment ces repères. Et moi, je préfère qu'on construise donc notre société, le rôle des pouvoirs publics et les moyens qui doivent être mis doivent être dans l'offre, parce qu'il manque cette offre-là. Il faut absolument aujourd'hui construire cette offre qui permet justement à tout le monde de voir positif, de regarder vers quelque chose qui nous fait rêver. Effectivement, c'est très probablement, pour arriver à la conclusion, l'affaire de tous. Ce que tes propos évoquent pour moi, c'est peut-être qu'on n'a pas tout à fait bien saisi ou compris la perche que tendait Martin Luther King quand il nous a dit « I have a dream ». Peut-être que pour avoir ce rêve tous ensemble, c'est une approche pluridisciplinaire, semble-t-il qu'il faut, avec la dimension coercitive, puisque certes, et on en a tous, elle est nécessaire, il la faut. Voilà, et avec le regret qu'on a exprimé conjointement sur la loi Avia et son retrait, mais également la dimension qu'on aurait pu développer de la prévention et de l'éducation, parce que tout ça ne peut
que fonctionner sur ces bases-là, avec effectivement, comme tu l'as très bien exposé, la connaissance de l'histoire, sans se cacher les yeux, en l'assumant, mais voilà, et en tirant les leçons de l'histoire pour bâtir. Mais, voilà, tout à fait, mais pas sans rentrer, parce que moi je voudrais, parce que en le faisant, que ça réveille des règlements de compte et que ça, parce que certains veulent nous amener vers sur ce terrain-là. Il y en a parce que moi, le déboulement des statuts, de l'histoire et tout ça, mais je trouve ça d'une aberration incroyable. De la même manière que je pense qu'aujourd'hui aussi, pour aller dans le sens de cette société, de ce modèle, de cet horizon dont je parlais, de penser que la République a oublié certains, peut-être de ses enfants, qui ont contribué aussi justement à la constitution de notre pays. Et c'est la raison pour laquelle je pense que oui, il y a quelque chose aussi dans ce sens à faire et peut-être à réparer, c'est-à-dire à mettre aussi dans le récit national ces figures qui peuvent aussi expliquer aujourd'hui sociologiquement la composition de notre société et notre pays, parce que ça permet, et d'ailleurs ça participe de ce qu'on a dit, la connaissance de l'histoire, le récit même de l'histoire nationale, en intégrant tous ces phénomènes, en donnant aussi quelque part de la place à toutes les personnes, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur origine, etc., dans le récit national, ce qui permettra peut-être à beaucoup de comprendre, et pas uniquement à ceux qui sont concernés, mais à la communauté nationale tout entière, de pouvoir comprendre et d'éviter aussi des préjugés d'un côté comme de l'autre. Alors, effectivement, et c'est peut-être avec le retour aux fondamentaux, c'est en tout cas l'esprit, notamment des chemins de la République, de rappeler de ce retour aux valeurs fondamentales. C'est un très bon titre. Voilà. Très bon titre, mon cher Jean-Luc. Alors, c'est pas le titre n'est pas de moi, mais du président du conseil départemental, c'est à lui que revient cet honneur. Les chemins de la République, cette volonté, c'est de revenir effectivement sur la promotion, la mise en valeur des valeurs justement de la République, liberté, égalité, fraternité. C'est pas seulement des mots qu'on voit au fronton des mairies ou des écoles, c'est des choses qui ont un sens avec le principe de laïcité, ce qui conduit effectivement au vivre ensemble et effectivement ce que l'on essaye de rappeler dans les chemins de la République. Et tu y as plus que largement contribué aujourd'hui, ces valeurs-là fondamentales, parce qu'elles font partie de la compréhension, de la prise de conscience, de l'éveil, et c'est peut-être aussi ce qui peut permettre l'engagement, puisque c'est l'affaire de tous, des pouvoirs publics certes, mais également des institutions, comme le conseil départemental de Haute-Garonne peut le faire et bien d'autres, mais également tout simplement de chacun de nous, des associations bien sûr, et sur le chemin de la République on travaille beaucoup, et le conseil départemental aussi, avec les acteurs associatifs, et puis c'est l'affaire de chacun d'entre nous, des citoyens qui vont regarder cet échange. Donc il me reste Je suis vraiment convaincu que c'est parce qu'on construira des espaces de rêve qui nous permettra justement de construire une société que nous voulons et qui fera barrière à celle que nous ne voulons pas. Alors effectivement, et c'est pas la première fois qu'on a cet échange et nous le partageons. Donc je te remercie infiniment d'avoir pris le temps dans un emploi du temps que je sais très chargé d'être à nouveau avec le conseil départemental de Haute-Garonne et les chemins de la République. Je te remercie également personnellement, comme à chaque fois, j'ai pris beaucoup de plaisir à cet échange. Voilà, donc. C'est un plaisir partagé et puis je fais un salut très fraternel à tous les élus très très sympathiques que j'ai eu l'occasion, c'est cette occasion que j'ai pu rencontrer, y compris le président du conseil départemental et tout l'engagement qui est le vôtre. Et je pense qu'effectivement d'autres les administrations et notamment devraient peut-être aussi s'appuyer sur ce genre de modèle, parce que nous, aussi bien à SOS Racisme que Sportitude, nous pensons que c'est par ces passerelles, en effet, que nous arriverons à construire, à mettre en place quelque chose de positif, de constructif, et qui y répond en partie, il n'y a pas que ça, bien sûr, mais qui y répond en partie à la crise que nous vivons
actuellement. Et donc, je voulais vraiment te remercier, Jean-Luc, mais au-delà de toi, mais remercier aussi, féliciter le conseil départemental dans son engagement sur ces thématiques, sur ces sujets, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur personnellement et puis collectivement, mais aussi, je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire pour le pays. Merci à toi, je te souhaite une bonne continuation et dans tous les cas, je te dis à très bientôt. Merci Herman. À très bientôt, au revoir.